Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour l'avant-bourse du 29 octobre qui couvrira la semaine du 30 octobre. Donc dans cette vidéo, on va faire ensemble plusieurs choses. On va regarder le calendrier économique parce qu'il y a quand même pas mal d'annonces importantes cette semaine. Ensuite, on va regarder les graphiques et on va analyser ensemble trois actifs principaux, à savoir le Dow Jones, le gold et on va regarder un petit peu aussi du côté des crypto-monnaies avec notamment le Bitcoin. Donc on va faire ces trois analyses durant cette vidéo. Donc si vous voulez suivre plus d'analyses, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de chaque nouvelle vidéo que je fais. Aussi, je voulais, avant de commencer, vous faire un petit partage de ma page Twitter. Donc sur Twitter, je poste tous les jours plusieurs informations par rapport au trading, que ce soit des analyses, ce soit des petites citations pour le mindset ou des petites astuces. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à me suivre sur /trading-ox sur Twitter ou sur X maintenant, comme il faut dire. On est bientôt 700, donc j'espère qu'on va y arriver assez rapidement. J'aimerais bien avoir comme objectif essayer d'arriver à 1000 pour cette fin d'année. C'est peut-être ambitieux, mais je pense qu'on peut y arriver ensemble. Et en plus, je partage tous les mois mes performances de la méthode Tradox. Comme ça, si vous voulez voir un petit peu quels sont les résultats, quels sont les bilans par rapport à la méthode Tradox, eh bien, j'ai lancé depuis le mois de septembre le partage en toute transparence de mes résultats. Et donc, je mettrai à jour tous les fins de mois. Donc, voilà pour la petite aparté. On va maintenant passer à l'analyse. Et on va commencer par l'aspect macroéconomique, donc l'actualité. Donc j'ai mis devant vos yeux le calendrier. Et donc, comme on peut voir cette semaine, il y a pas mal d'annonces 3 étoiles, notamment mardi et mercredi, des annonces plutôt importantes du côté des US, avec la confiance des consommateurs mardi et l'IPC Europe mardi aussi à 11 heures. Sinon, dans les annonces très importantes, le mercredi 1er novembre, c'est férié en Europe, je pense, mais aux États-Unis, dans tous les cas, c'est ouvert et c'est une journée vraiment très, très, très chargée en annonces, avec notamment l'ADP. En plus de ça, nous avons le PMI de l'ISM, nous avons Jolt, communiqué FOMC et surtout le mastodonte, décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Alors, de ce qui est annoncé, les taux précédents étaient à 5,50 et sont annoncés aussi à 5,50 pour cette échéance. Donc, a priori, pas de changement, mais c'est toujours une annonce qui a quand même pas mal d'impact sur les marchés, notamment avec l'inflation et toutes les répercussions que ça peut avoir. Sinon, au niveau des annonces, il reste aussi vendredi évidemment, la NFP, qui est toujours très important, donc création d'emplois dans le secteur non agricole, ça c'est toujours une annonce super importante. Et en plus de ça, nous avons les PMI services et PMI non manufacturiers. Donc ça fait déjà pas mal d'annonces. Le calendrier est quand même plutôt chargé. Et comme si ça suffisait pas, cette semaine, il y a aussi des gros résultats d'entreprise. Donc il faudra vraiment être très prudent cette semaine, avec notamment les résultats de Apple, de Microsoft, d'Alphabet, d'Amazon, Facebook, enfin toutes les grosses sociétés de la tech publient leurs résultats cette semaine. Donc cette semaine-ci, je vous conseille de la placer sous le signe de la prudence, étant donné qu'il y a quand même pas mal d'annonces majeures plus les résultats d'entreprise, les taux d'intérêt. Donc, franchement, c'est la bonne semaine pour être prudent et diminuer son risque. Alors, on va tout de suite commencer l'analyse avec le Dow Jones, ici en unité de temps journalière. Donc, comme on peut le voir, on est sur une tendance un petit peu baissière depuis quelques jours. J'ai déjà tracé le haut de l'oblique, et je vais vous mettre le bas de l'oblique comme ceci, grossièrement, bien sûr, juste pour voir que le mouvement, pour l'instant, est plutôt baissier. Et on voit qu'on a réussi à franchir à la baisse la grosse zone de mai 2023. Donc là, on réattaque les niveaux de mars 2023. Donc on a presque effacé toute la hausse de l'année 2023 sur cette jambe baissière. Maintenant, l'année n'est pas terminée, mais pour l'instant, on est quand même sur un marché qui est quand même plutôt baissier. Alors, au niveau des zones d'intervention, j'en ai tracé quatre à l'écran, mais on va voir un peu plus en détail tout de suite. Donc, les zones sur le haut, ce sont des zones de résistance que j'ai tracées en rouge. Alors, ce sont des zones qui, à la base, étaient par rapport au range. Donc, si je dézoome un petit peu, voilà, on voit le mouvement au complet qui est comme ceci. Voilà. Et on voit clairement qu'il y a un range. Alors, il y a un petit excès par le bas au niveau de mars 2023, un petit excès par le haut au niveau de août 2023, mais sinon, globalement, c'était dans un gros range. Et donc, on pouvait facilement travailler d'une borne à l'autre, même en faisant des scalps. On se disait, bah tiens, ça vient de casser en bas, d'arriver en bas.
on a la grosse impulsion ici, on prend plus que des achats. Hop, on réintègre en bas, on prend plus que des ventes. Et on pouvait naviguer comme ça d'une jambe à l'autre. Maintenant, la situation est un peu différente parce qu'on vient de casser la zone par le bas. Et quand on casse la zone comme ça par le bas, ben, il y a deux possibilités. Soit on va aller chercher de la force un peu plus bas. Donc, dans un premier temps, on pourrait aller chercher la zone ici des 31 500. Donc, ce sont les cotations CFD d'IG. 31 500 en premier objectif, ça peut être pas mal. Donc, c'est quand même 800 points plus bas. Donc, moi, dans ma stratégie, je vais chercher des scalps à la vente pour aller chercher cet objectif-là. Mais je suis aussi attentif à une autre possibilité que le marché peut faire, ce serait d'avoir un mouvement haussier. Un mouvement haussier qui serait une réintégration de la zone. Alors pourquoi est-ce que je vais considérer un mouvement haussier? Tout simplement parce que il y a beaucoup d'annonces cette semaine. Cette semaine, il y a les taux d'intérêt, il y a les résultats d'entreprise, etc. Et donc, dans ce genre de semaine, le prix est plus drivé par le fondamental que par le technique. Donc vous allez me dire, mais pourquoi faire une analyse technique alors vu que tu sais qu'il y a plus de fondamental cette semaine, donc finalement ça sert à rien? Bah si, en fait, là où ça va être utile, c'est tout simplement parce que les annonces, elles ont effet à un moment donné, à un instant T. On sait à quelle heure sont les annonces. On sait que par exemple à 20 heures mercredi, il y a une annonce, à 15 heures, 14h15 le mercredi, le vendredi. Donc on connaît les heures des annonces. Donc l'impulsion de l'annonce va donner un sens prioritaire à l'achat ou à la vente et ça va se répercuter sur le graphique directement. Mais une fois que le mouvement sismique de l'annonce sera passé, pardon, excusez-moi, eh bien, on pourra à ce moment-là utiliser nos zones techniques qu'on a établies auparavant afin de pouvoir travailler efficacement. Je vous donne un exemple très concret. Imaginons le marché envoie une grosse bougie rouge à l'annonce vendredi. Il casse la zone ici et il réintègre directement. Eh bien, on saura qu'ils ont été chercher une poche de liquidité qui réintègre et on pourra donc prioriser les achats. Et c'est pour ça qu'avoir un cadrage en début de semaine, même s'il y a beaucoup d'annonces, eh bien, c'est plutôt utile parce que ça permet de s'y retrouver. Donc, pour reprendre sur l'analyse du dos, il y a ces trois zones de résistance que j'ai tracées par rapport au range. Évidemment, les deux extrêmes sont les plus intéressantes, mais le niveau intermédiaire était aussi très bien travaillé. C'est pour ça que j'ai tenu à le noter. Et ensuite, on a une zone de support ici en dessous. Alors, je vais revenir un tout petit peu plus dans le passé au niveau de septembre 2022 parce qu'il y avait un mouvement très intéressant. Vous voyez, il y a eu un espèce de gros V. On est descendu très fortement, on est remonté très fort. Et en général, lorsque le marché fait ça, il y a le retour de première impulsion qui est très intéressant à noter. Alors, retour de première impulsion, ce que je veux dire par là, c'est qu'on descend, première impulsion, et ensuite, il fait un double bottom et il repart. Donc, en gros, la zone définie entre les deux lignes rouges, ça peut être un excellent point de rachat. Donc, un scénario que j'aimerais vraiment considérer, c'est si le marché descend sur cette zone et que, évidemment, le contexte économique le permet, qu'on reparte d'ici. Je pense pas qu'on aille plus bas que cette zone de octobre 2022, parce que si on descend sous ces niveaux-là, on risque d'entamer une grosse tendance baissière, où on risque de descendre sous 26 000, 25 000. Donc pour l'instant, c'est un horizon un peu élevé. On n'a pas encore assez d'éléments pour en parler. Mais en tout cas, ce scénario ici, il est très 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 probable. Aller chercher une pause de liquidité plus bas que les niveaux de mars 2023, même malgré tout les niveaux d'octobre 2022 qui tiennent. Donc ça, pour moi, c'est le plan le plus probable. Alors ici, on est sur une unité de temps journalière, donc ça peut prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois à se mettre en place, hein. Donc ça peut prendre un peu de temps. Pour ce qui est de cette semaine, purement cette semaine, il va falloir réagir par rapport aux annonces, mais je suis quasiment persuadé que les niveaux clés qui vont être travaillés cette semaine, ça va être cette zone au niveau des 32 600 et cette zone au niveau des 33 500 si on descend, ou la zone des 34 000 si on remonte. Donc les trois zones ici, elles vont être vraiment clés cette semaine et l'oblique aussi. Ça, c'est sûr et certain. Donc ça, c'est vraiment ce qu'il faut surveiller cette semaine. C'est comment ça réagit par rapport à ces niveaux, ne pas trader pendant les annonces et utiliser notre cadrage fait au préalable pour pouvoir trader une fois que l'annonce est passée. Ça, c'est mon conseil pour cette semaine sur le Dow Jones. On va maintenant regarder ensemble l'or. L'or qui est toujours très intéressant à regarder, surtout quand en ce moment il fait une belle tendance haussière, il est descendu jusqu'à 1800 et là il est remonté jusque 2000. Donc une très belle tendance haussière pour l'or. On peut d'ores et déjà marquer la zone des 800. Pourquoi? Tout simplement, 1800, pardon.
Parce qu'on voit que c'était le start haussier ici, et maintenant il y a le start haussier. Alors, il y a un pattern que j'aime vraiment beaucoup. On va voir s'il va se réaliser ou pas. Ça va dépendre un petit peu de la macroéconomie. Mais s'il se réalise, on va peut-être revoir l'or un peu plus bas. Un pattern que j'ai pas mal observé, c'est on a une première jambe haussière, on retrace et on a un premier point d'appui, les 1800. Alors sur le moment, est-ce qu'on sait que c'est le 1800? Pas spécialement, c'est quelque chose qu'on a après coup. Ça monte et ensuite on a une espèce de tendance baissière. Vous voyez ici, descend très légèrement. Ensuite, il y a un V d'accélération. Et là, normalement, il y a deux cas de figure. Soit on fait un nouveau plus haut et à ce moment-là, ça confirme la force de la tendance haussière, soit on ne parvient pas à atteindre les derniers tops. Dernier top, c'est ceci pour moi. Pourquoi ceci et pas la mèche extrême? Parce que c'est ici qu'il y a eu le plus de volume tout simplement. Donc l'idée serait, je vais le dessiner à l'écran, ce sera plus clair, soit on parvient à passer au-dessus et là on a une tendance haussière vraiment très forte, soit on ne parvient pas à l'atteindre et dans ce cas-là, on va redescendre. En général, on va redescendre jusqu'à la zone des 800, 1800 et c'est un pattern un peu d'essoufflement. Alors, ce que je veux dire par essoufflement, c'est pour vous dessiner grossièrement le pattern, c'est on a une première jambe, on a une deuxième jambe plus faible, une troisième jambe plus faible et on a un petit peu un triangle descendant. Comme ça. Vous voyez la figure du triangle descendant, c'est exactement ça, en mode essoufflement. Et là, le but, c'est d'aller chercher évidemment des ventes sous la zone des 1800. Mais là, évidemment, je m'avance un peu beaucoup parce que pour l'instant, on est sur un mouvement avec de la force haussière, donc on n'a pas encore l'information. C'est pour ça que je prévois toujours plusieurs scénarios. Alors, le scénario où on passe les 2050, à ce moment-là, ce sera achat très fort. Ça m'étonnerait qu'on bloque sur les points hauts de 2082 et quand bien même j'achèterais à 2050 et on bloque à 2082, moi qui fais plutôt du scalping, je serais quand même très content. Deuxième scénario, c'est si on passe sous les 1800. Alors ce scénario-là, normalement, ça voudrait dire qu'on va chercher plutôt une tendance baissière, mais il faut toujours faire attention à ce que le marché n'aille pas juste chercher une pause de liquidité pour réintégrer. Ça, en général, on a l'information assez rapidement. Il suffit de regarder un peu les clôtures en H4 ou en daily pour ne pas se faire piéger. Et sinon, si le marché ne parvient pas à atteindre 2050, allez chercher un retrait pour retourner jusqu'au 1800, voire dans un premier temps 832 pour aller fermer le gap. Donc ça peut être très intéressant pour pouvoir prendre une opportunité sur l'or. Je fais juste un petit aparté parce que évidemment dans mes plans on pourrait croire oui mais tu dis jamais il faut acheter, il faut vendre, c'est pas clair, etc. Mais en fait en trading on est plus dans la réaction que dans l'anticipation. Alors ce que je veux dire par là c'est que ok le marché peut monter, peut descendre et il a parfois selon certains patterns plus de probabilité de monter que de descendre. Mais l'intérêt justement de faire un plan, de cadrer le terrain et de préparer sa semaine de trading, c'est justement que vu qu'on ne sait pas à l'avance comment le marché va réagir, mais qu'on sait quels patterns ont le plus de probabilité de réussir, les continuations haussières, les ruptures de tendance, les poches de liquidité, tout ce genre de patterns qui fonctionnent vraiment bien, eh bien, ce qu'on peut faire, c'est de préparer à l'avance les différentes possibilités justement par rapport à ces patterns de continuation de tendance ou de prise de liquidité, etc., afin de pouvoir réagir si le marché nous donne l'opportunité. Trader, c'est ça, c'est pas juste cliquer n'importe comment et de prendre tout ce qu'on voit et de dire ouais là ça va faire que monter, j'en suis sûr à 100%, ça c'est vraiment idéal pour se casser la gueule. Ce qu'il faut, c'est de se dire, bah tiens, s'il fait ça, j'ai une bonne probabilité de gagner à l'achat. S'il fait ça, j'ai une bonne probabilité de gagner à la vente. Et on attend que ça se produise. Si ça se produit, tant mieux, on met les probabilités avec nous. Si ça ne se produit pas, tant pis, on attend la prochaine opportunité. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention à ça, parce que je vois quand même pas mal de traders qui sont persuadés avec des gros billets de dire ouais ça peut faire que monter, notamment dans la sphère crypto, c'est très comme ça. Alors évidemment, c'est peut-être pas les mêmes stratégies non plus, mais le marché n'est pas directionnel, unidirectionnel. Euh, on ne connaît pas l'avenir, on n'a pas de boule de cristal. Tout ce qu'on peut faire, c'est faire des scénarios et jouer avec les probabilités. Si on fait pas comme ça, c'est pas pro du tout et on pourra pas s'en sortir sur le long terme. Donc, fin de la petite aparté, voilà mon plan pour le gold et on va tout de suite passer sur le Bitcoin, justement en parlant de crypto. Donc voilà, on est directement sur le Bitcoin et Bitcoin en dollars, bien sûr, BTC USD.
Et là, on peut voir qu'on a une très belle reprise haussière actuellement, donc ça c'est plutôt sympa, notamment drivé avec les différentes news, par exemple au niveau de l'ETF. Alors c'est pas encore totalement confirmé, mais c'est quand même plutôt sûr que l'ETF BlackRock Bitcoin va sortir. Donc il y a quand même pas mal de bonnes nouvelles concernant les crypto-monnaies. Maintenant, ce que je disais juste avant dans mon aparté, de se dire ben voilà, il faut pas rester bullish tout le temps. Ben notamment, je pense que quand on était sur les points hauts ici. Personne ne peut dire à l'avance, bien sûr, que les 50 000, les 60 000, ce sont les points hauts. Ça, c'est des informations qu'on a après coup. Par contre, en faisant des scénarios, on peut très bien se protéger et ne pas rester dedans pendant toute la descente et de se trouver, de se dire, bah tiens, j'ai acheté à 50 000, parce que j'ai acheté un peu à 45 000, c'est monté, je suis monté à 50 000, 55 000, et au final, j'ai un prix à 50 000. Du coup, quand il est monté à 60 000, bah, vous êtes très content, vous avez un gain. Mais si votre stratégie ne vous fait pas encaisser, et ne vous fait juste rester dedans dans l'espoir de suivre ce qu'un influenceur a dit, que ça va monter à 100 000, à 1 million, à 10 millions. Ça, on ne le sait pas encore. Euh, et on sait évidemment qu'il y a des limites avec les market cap, hein, notamment. Donc, il faut toujours réfléchir à tous les éléments. Eh bien, vous ne serez pas resté dedans jusqu'à 15 000, bien entendu. Ça, c'est vraiment suicidaire comme stratégie d'avoir un tel drawdown. Il y a des gens qui ont vraiment perdu beaucoup d'argent en faisant comme ça. Donc, c'est pour ça que je recommande d'être plutôt prudent. Pas plus avec les cryptos qu'un autre actif, hein. C'est vraiment pareil sur tous les actifs. Il faut être prudent de façon générale et bien prévoir son trading à l'avance. Tout simplement parce que voilà, si on reprend le cas que j'ai cité juste avant, vous avez acheté à 50 000 en prix moyen. Bien, si par exemple vous dites, bah tiens, d'un point de vue technique, sous les 45 000, je sors, bah ok, vous sortez, ça vous évite quand même une chute de plus de 15 000. Donc ça vous évite de perdre pas mal d'argent. Et ensuite, vous faites des nouveaux scénarios pour savoir où est-ce que vous voulez acheter. Par exemple, ici, vous avez vu qu'il y a une zone d'accumulation entre 17 000 et 24 000. Rien n'empêche que si vous avez une stratégie sur le long terme plutôt haussière, parce que vous croyez vraiment dans le projet, de commencer à accumuler un petit peu ici, mais pas l'ensemble de votre portefeuille, parce que pour l'instant, ça part par le haut. Ça aurait très bien pu partir par le bas et aller chercher les 10 000, les 5 000, hein, personne ne sait, et de garder une partie de votre portefeuille pour rentrer. Parce que imaginons, vous mettez tous vos œufs dans le même panier et vous rentrez l'ensemble de votre portefeuille ici. Et ensuite, le marché décide de faire un mouvement par le bas, pour le peu que vous ayez un peu de levier, vous allez vous faire dégager assez rapidement. Notamment, je pense au moment où l'ETF BlackRock a été annoncé et confirmé, mais en fait c'était une fake news, et qu'il est monté à 30 000 l'espace de quelques secondes, quelques heures. Allez, c'est monté pendant une heure et puis ça a retracé l'entièreté. Il y a 8%, je crois, ou 6% des positions Bitcoin qui se sont fait liquider. Donc c'est pour ça que c'est super dangereux. Alors, c'est pas propre au Bitcoin, hein, ça pourrait être sur des actions, ça serait pareil, hein. Il faut pas y aller avec du levier sur ce genre d'actifs. Comme ça, même si ça descend un petit peu, vous pouvez rester dedans sans problème. Mais tout ça pour dire que si vous accumulez par exemple dans cette zone rose, violette, et que vous mettez 100% de vos actifs là-dedans, imaginons il va aller chercher, je sais pas, sur les 10 000, et que vous avez un prix moyen sur les 20 000, ben vous avez déjà perdu 50% de votre argent investi, et vous n'avez plus moyen de renforcer votre position parce que vous avez vraiment plus les moyens. Donc ça, c'est un petit peu dommage. C'est pour ça que moi, ce que je préconise, c'est que si vous avez une zone d'accumulation comme ça, eh bien oui, vous pouvez commencer à rentrer de l'argent sur le Bitcoin ou sur n'importe quel actif. D'ailleurs, c'est un bon moment pour rentrer de l'argent, mais de garder une part de liquidité pour deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est ça descend, et dans ce cas-là, ben, vous pouvez diminuer votre prix d'entrée et vous pouvez recharger pour continuer par l'avenir. Deuxième solution, c'est d'attendre la confirmation, comme on vient d'avoir maintenant, et de rentrer sur pullback. C'est ce que je fais moi dans ma stratégie. Vous voyez, je trace une ligne rouge sur le haut de mon rectangle, qui n'est pas tracée de façon anodine, hein, c'est les tops qu'il y a eu ici. On monte, on retrace et on repart. On trace et on repart. Eh bien, pour moi, dans ma stratégie, ce point-là, ce sont les points d'entrée. Personnellement, je ne vais pas rentrer dans l'accumulation, je vais rentrer sur les pullbacks ici. Je définis 3 à 4 niveaux de rentrée comme ça, et c'est là que je vais rentrer. Si vous voyez mon analyse sur le gold, sur le dos et même maintenant sur le Bitcoin, ce que je fais à chaque fois, c'est ceci. Regardez. Je vais vous montrer. Je trace une ligne comme ça. En général, c'est plutôt une zone. Donc, je vais plutôt dire, bah tiens, je vais faire une zone comme ceci, par exemple. Et ce que je vous dis, c'est cassure, pullback à l'achat. Eh bah, typiquement, je prévois le plan. Mettons qu'on ne connaisse pas l'avenir. Et ici, là, je vais acheter. Là, je vais acheter. Ça va être ma stratégie pour moi rentrer par rapport aux zones que je trace. Imaginons maintenant, pour un cas un peu plus
concret, on a cette zone de défini, le marché casse par le haut, et ben s'il me donne une confirmation à l'achat ici sur les 32 000, eh bien je rachète. Et donc, hop, je rachète. Donc ça va me permettre de faire des paliers d'accumulation comme ça. Alors, j'ai deux stratégies. J'ai la stratégie scalping où je travaille vraiment en quelques secondes, quelques minutes, et je vais pas garder le trade. Et j'ai une stratégie plus action, crypto, ETF, donc plus long terme, où là c'est cette stratégie et je vais garder vraiment longtemps. Où là, bah, par exemple, j'avais tracé ceci à la base. Et là, on voit qu'on casse par le bas, qu'on réintègre. Donc ici, j'avais déjà tenté un premier achat. Là, un deuxième. Le troisième, je ne l'ai pas pris parce que je recharge pas systématiquement sur un même niveau. Et là, maintenant, je suis prêt à recharger. Donc vous voyez, j'aurais accumulé ici, ici et ici, ce qui me fait un prix moyen ici au milieu, sur la zone rouge, parce que j'aurais acheté, je vais vous donner les trois prix précis, on va faire le calcul ensemble. Hop, hop, voilà. Donc, imaginons que j'achète à 19 574 plus 24 900 plus 31 720 et qu'on divise le tout par 3, ça me fait 25 300 en prix moyen. Donc ça veut dire que j'ai quand même 25 300, tout ça en marge. Et que si ça monte, je suis quand même bien rentré. Vous voyez un petit peu l'idée derrière la stratégie? Pour ça que je pense que c'est plutôt safe, parce qu'on est quand même assez protégé, ça permet de profiter du mouvement et en cas d'invalidation, eh bien on profite tout simplement. Donc ma stratégie, par exemple, ça va dépendre vraiment d'une analyse à l'autre, hein. Mais la façon de rentrer est toujours la même. Je vais rentrer sur le pullback ici à l'achat une fois de plus s'il le donne. J'aurai mon prix à 25 000 par exemple. Mais je peux très bien dire que s'il part en haut et qu'il parvient à faire un plus haut que le 35 200, que je ramène mon stop loss ici à 30 780. Comme ça, deux cas de figure. Soit il continue de monter et je gagne encore plus, soit il va toucher mon stop loss à 30 780, et vu que mon prix moyen sera 25 000, ben j'aurai gagné 5 000. Donc c'est quand même plutôt sécuritaire, ça ne fait pas rester dedans trop longtemps. En fait, mon stop loss, je le mets de façon à me dire que s'il le touche, ça veut dire qu'il va descendre plus. Donc dans mon idée, s'il touche mon stop loss par exemple à 30 700, eh bien, ça voudrait dire que pour moi, il peut retourner à 25 000, donc revenir sur mon prix d'entrée. Et en faisant comme ça, ben, je protège mes trades et j'ai un trading plutôt sécuritaire. Donc voilà pour l'analyse de cette semaine. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, je pense que j'ai donné pas mal d'astuces. J'espère que ça vous sera utile et que vous allez l'exploiter dans votre trading parce que c'est vraiment super dangereux de juste trader en mode voilà, je prends des trades et je garde ad vitam aeternam. Pour moi, c'est pas pro de faire ça, malheureusement. Il faut toujours avoir une stratégie. La stratégie du DCA, j'ai déjà donné mon avis, je suis plutôt contre. Si vous avez un peu d'argent à mettre tous les mois, ben, ce que vous faites, c'est que vous accumulez sur le capital la liquidité. Et quand il y a un pattern d'entrée, par exemple les flèches vertes que je vous ai montrées, à ce moment-là, vous vous mettez sur le marché. Alors, ça permet de timer un peu plus le marché et d'avoir des points d'entrée un peu plus pertinents, d'être protégé par des supports, des résistances, des niveaux de prix, des niveaux de liquidité. Et je pense que c'est comme ça que vous pouvez réussir sur le long terme et avoir une très belle performance. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes arrivé jusqu'au bout de la vidéo. Si c'est le cas, ben, félicitations et merci d'avoir visionné jusqu'au bout. Et moi, je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle analyse. Si vous avez un actif que vous souhaitez que j'analyse, dites-le moi en commentaire. N'hésitez surtout pas, moi je le fais avec grand plaisir. Et d'ici là, je vous souhaite à tous d'excellents trades. Salut!